Kim Jong-un a désespérément besoin d'argent. Malgré le fait que la population de la Corée du Nord est constamment au bord de la famine et fait face à une pauvreté brutale année après année, en 2022, environ un tiers du produit intérieur brut du pays a été dépensé pour l'armée. Il est donc essentiel que Kim Jong-un identifie une autre source de revenus pour continuer à développer des ogives nucléaires et des missiles intercontinentaux. Au lieu d'implémenter des réformes économiques d'envergure, d'opter pour un libéralisme accru ou de tisser des liens avec la communauté internationale, le gouvernement nord-coréen a préféré générer des revenus via la cybercriminalité. Et cela a conduit à l'un des braquages les plus fous de tous les temps, un qui fait passer les plus grands vols de banque de l'histoire pour de simples jeux d'enfants. Ces crimes ont également rapporté gros pour eux. S'inspirant des actions du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti dans les années 80 et 90, les groupes de hackers nord-coréens génèrent maintenant d'énormes quantités de richesses. En 2022, ils ont gagné plus de 10 fois plus d'argent grâce à la cybercriminalité que l'ensemble de leurs exportations. Et cet argent ne fait pas seulement remplir les poches de l'élite corrompue du pays, mais il est également acheminé vers un secteur militaire en rapide progression. Grâce aux cybervols internationaux, la Corée du Nord commence lentement à sortir du trou dans lequel elle est coincée depuis des décennies et à financer un programme d'armement qui pourrait mettre le monde à genoux. Et ils en ont besoin, car l'économie de la Corée du Nord est en mauvais état. Après la guerre de Corée au milieu du XXe siècle, le produit intérieur brut de la Corée du Nord et du Sud était similaire. Le Sud, en adoptant un style économique libéral occidental et en s'intégrant au marché international, a vu sa richesse exploser. La Corée du Sud s'est d'abord établie comme un fabricant industriel et un exportateur. La construction navale est rapidement devenue leur gagne-pain, et des entreprises comme Hyundai et Daewoo les ont établies comme leaders économiques mondiaux. La Corée du Sud a utilisé la richesse de contrats maritimes de plusieurs millions de dollars pour investir dans une éducation de qualité, stimulant ainsi leur industrie technologique en expansion. Des entreprises comme Samsung et LG ont explosé dans les années 90 et continuent de prospérer jusqu'à ce jour. L'industrie automobile du pays, menée par Hyundai et Kia, a aussi décollé. Avec le tourisme, la fabrication, l'exploitation minière et la technologie des armes développées avec les États-Unis, la Corée du Sud dispose d'une économie forte, stable et diversifiée. Elle se positionne comme la 14e plus grande économie du monde, bien loin de ses racines agricoles déchirées par la guerre il y a seulement 60 ans. Cependant, le Nord n'a pas su se moderniser. Idéologiquement, ils ont adopté une approche opposée à celle de leurs voisins, adoptant un modèle communiste qui a constamment étouffé l'économie. La Corée du Nord possède une économie planifiée centralement. Cela signifie que des choses comme les prix, les profits, les investissements et les accords commerciaux sont tous étroitement contrôlés par un organisme central. Dans une économie de marché, les entreprises ont la liberté de déterminer leurs prix, de passer des accords librement et de contrôler largement le flux financier selon leurs conditions. Les avantages de cela sont évidents. Ils bénéficient de marges de profit plus élevées, exploitent les lacunes du marché, et les entreprises se rivalisent sur la qualité et le coût, stimulant l'innovation et améliorant la vie du consommateur. L'économie centralisée nord-coréenne n'a pas ce genre de fluidité. Leurs premières tentatives pour s'établir dans le secteur de la fabrication industrielle ont connu un succès modéré durant les années 70. Une grande proportion de leur main-d'œuvre travaillait dans le secteur industriel et le pays aurait pu être prêt à devenir une puissance de fabrication. Mais cela ne devait pas être. La Corée du Nord est un pays notoirement difficile à cultiver. Seulement 17% du territoire est cultivable à cause du terrain montagneux, des climats rudes et du sol de mauvaise qualité. Comme le pays a toujours insisté sur l'autosuffisance, cela a conduit le gouvernement à soutenir massivement l'agriculture domestique avec d'énormes quantités d'engrais chimiques et de subventions financières. Malgré tout, le pays a souvent connu des famines depuis la guerre de Corée. La Corée du Nord, avec une énorme dette internationale à régler, avait un plan pour rembourser les prêts de la Chine et de l'Union soviétique. L'argent gagné par les exportations n'a pas fonctionné. Ils ont dû faire défaut sur tous leurs prêts, sauf ceux du Japon au début des années 80. Ils devaient beaucoup à l'Union soviétique et n'étaient pas en mesure de rembourser, même après que la Russie ait effacé environ 8 milliards de dollars de la dette dans les années 2000. Il est difficile de connaître les chiffres exacts, mais les estimations placent ce qu'il devait être encore quelque part entre 5,9 milliards et 14,7 milliards en 2019. Ces chiffres ne semblent pas si mauvais à l'échelle économique mondiale, mais cette dette pourrait représenter jusqu'à 87% du revenu national brut du pays. Cela les placerait autour du sommet de la liste des pays pauvres fortement endettés, potentiellement jusqu'à la 4e place. La direction nord-coréenne n'a pas aidé à résoudre le problème. Vu le manque de terres agricoles du pays, compter sur les importations pour nourrir la population serait logique.
Ils ont également une énorme quantité de ressources naturelles inexploitées qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser. Un rapport en 2012 a révélé qu'ils pourraient détenir jusqu'à 6 milliards de dollars de métaux rares, qui sont une marchandise prisée dans le secteur de la technologie. Beaucoup de ces métaux sont également importés par la Chine, la Corée du Sud et le Japon de partout dans le monde, ce qui signifie qu'ils n'auraient aucun problème à vendre ces ressources avec des coûts de transport relativement bas. Pourtant, la Corée du Nord n'a pas percé significativement ce marché. Ils exportent principalement du charbon vers la Chine pour des profits modérés, mais sont limités par leur machinerie vieillissante d'époque soviétique, empêchant l'exploitation en grande quantité à bas prix. En 2022, près de 70% des exportations étaient destinées à la Chine, avec 99% des importations provenant de la République populaire de Chine. Considérant qu'ils exportaient environ 192 millions de dollars mais importaient 903 millions de dollars, il n'est pas étonnant qu'ils soient dans une mauvaise situation économique. Puis vous ajoutez l'énorme dépense annuelle de défense, et le tableau peint est celui d'un pays qui ne cède pas lui-même. Nous n'avons pas évoqué les sanctions économiques imposées. En conséquence de nombreuses années d'escalade militaire agressive, ainsi que de violations flagrantes des lois internationales sur les armes nucléaires, la Corée du Nord est enfouie sous une montagne de sanctions. Pratiquement toutes les grandes économies ont une série de sanctions contre eux, restreignant tout, du carburant au diamant en passant par les investissements dans les projets d'infrastructures entrant dans le pays. Si vous voulez faire n'importe quel type d'accord avec la Corée du Nord, il y a tellement d'obstacles à franchir qu'il devient plus facile d'aller ailleurs. En renonçant à certaines idéologies radicales, le Nord pourrait débloquer de nombreux moyens pour accroître ses revenus, baisser ses coûts et améliorer graduellement l'économie du pays. Même en redirigeant une partie des dépenses de défense et de propagande vers l'éducation, l'équipement minier et les importations de nourriture seraient un début logique. Montrer un peu de remords pour leur programme nucléaire pourrait faciliter l'allègement de certaines sanctions. Mais tous ces changements ont un coût idéologique. Permettre au capitalisme de s'infiltrer dans leur économie, aux nations étrangères de venir à leur aide et de renoncer au contrôle total sur leur peuple serait une admission de défaite. Ce serait agiter le drapeau blanc sur la version échouée de la Corée du Nord communiste. Alors à la place, ils se tournent vers des gains mal acquis et en ont tiré d'immenses profits. Tout comme l'Union des républiques socialistes soviétiques vers la fin du XXe siècle, ils sont coincés dans un système principalement fermé. L'obsession de Kim Jong-un pour l'isolement de la Corée du Nord et son rejet constant du capitalisme conduit à une économie complètement stagnante. Rien ne bouge, rien n'arrive. Pour continuer, ils ont besoin d'injections rapides de liquidités, mais avec tant de dettes accumulées à leur nom, cela ne va pas se produire de sitôt, du moins pas officiellement. En coulisses, la Corée du Nord s'impose rapidement comme l'un des plus grands acteurs du jeu de cambriolage que le monde ait jamais vu. Et il frappe l'un des casinos les plus riches et les plus chaotiques que le monde ait jamais vu. Crypto. Nous sommes tous assez familiers avec les principes de base de la crypto-monnaie à ce stade. Il y a quelques années, nous avions bon nombre d'enthousiastes de la vente de diamants sur Internet. Pour ceux nécessitant un rappel des bases, voici. La crypto-monnaie est une monnaie numérique. Elle n'est contrôlée par aucune banque centrale avec un registre pour suivre les propriétés. Au lieu de cela, il y a une grande blockchain au milieu, qui agit comme un grand registre pour chaque transaction partout. Sans banque, gouvernement, ni propriétaire. Tout le monde a simplement son propre portefeuille, dans lequel ils peuvent recevoir des crypto-monnaies et d'où ils peuvent envoyer des crypto-monnaies. Chaque fois qu'ils le font, ces transactions sont immédiatement et irrévocablement inscrites sur la blockchain, un compte central de chaque transaction qui a jamais eu lieu. Cela signifie que tout utilisateur peut à tout moment consulter le portefeuille de n'importe qui et en connaître précisément le solde. Le portefeuille n'aura pas de nom ou de détails personnels dessus, mais vous pourrez certainement voir combien d'argent il contient. Actuellement, le marché crypto mondial vaut 2,75 milliards de dollars. Environ 50% de cela n'est qu'une seule forme de monnaie, le Bitcoin. Le marché est notoirement volatile. Alors que le marché boursier traditionnel pourrait voir des gains et des pertes en fractions de pourcentage, jour après jour, la crypto fluctue de manière sauvage. Des courses de taureaux folles peuvent permettre aux individus de multiplier leur argent par 2, 3 ou 4 en un rien de temps. Plus souvent, les gens perdent leurs économies de vie en les jouant dans un trou qui descend sans cesse. Le mot pour le décrire est vraiment jeu. La crypto représente un potentiel de profit énorme et de pertes qui peuvent ruiner une vie. C'est la plus grande roulette du monde en ce moment, et elle ne cesse de tourner. Mais la Corée du Nord a regardé tout l'argent qui était jeté et a vu quelque chose de différent de tout le monde. Tandis que le monde se rue sur la roulette Bitcoin, la Corée du Nord observe discrètement depuis un coin de la salle. Bien sûr, vous pourriez faire un modeste profit en vous asseyant à la table, en étant patient, mais si vous déchiffrez le code du coffre-fort, alors c'est de l'argent garanti, sans aucun pari. Et ainsi a commencé le braquage.
C'est un braquage qui a commencé à résoudre leurs problèmes économiques. Il est temps pour Kim Jong-un de rassembler une équipe, et il y a deux grands acteurs dont vous devez connaître ici. Le premier s'appelle le groupe Lazarus. On ignore le nombre exact d'employés du groupe Lazarus. Personne ne sait où ils sont ou quel est leur prochain mouvement. Les analystes pensent que les membres du groupe sont formés en Chine. La Corée du Nord manque d'expertise nationale pour gérer efficacement une cellule de hackers. Ils sont apparus pour la première fois sur la scène en 2009 avec leur attaque Opération Troy, qui visait le gouvernement sud-coréen à Séoul. C'était une attaque DDoS basique, soit une attaque par déni de services distribués. Essentiellement, c'est une manière brute de faire tomber un réseau ou un service. Vous saturez le système avec le maximum d'utilisateurs zombies, surchargeant les serveurs et perturbant ou bloquant les systèmes pour les véritables utilisateurs. Les attaques par déni de services distribués, bien que coûteuses pour la cible, n'infligent pas beaucoup de dégâts. On ne peut pas dérober des données via une attaque par déni de services distribués, et le seul moyen de monétisation est de proposer d'y mettre fin contre rançon, ce qui est rarement efficace. Vous ne vous en sortez pas avec de l'argent ou des informations confidentielles. C'est juste un moyen de harceler quelqu'un que vous n'aimez pas et de faire connaître votre nom dans le monde. Mais leur prochaine attaque de haut profil était différente. En 2014, un film très controversé était prévu pour sortie. Il s'appelait L'Interview et il mettait en vedette Seth Rogen et James Franco jouant des personnages qui allaient en Corée du Nord pour interviewer Kim Jong-un. Le film était une comédie réalisée par Sony qui se moquait du leader nord-coréen, ce qui a visiblement irrité Kim Jong-un. Cette année, le groupe Lazarus a réussi à pirater Sony Pictures. Ce n'était pas une simple attaque par déni de services distribués. Ils ont réussi à obtenir de vastes trésors d'informations confidentielles, incluant des détails privés sur les employés et leurs familles, salaires, scénarios de films, plans pour futures sorties et plus. En plus de cela, ils ont déployé un programme d'effacement pour parcourir et détruire toutes les données sur son passage. En quelques années, le groupe Lazarus a dépassé les attentes de l'Occident en matière de compétences, sans s'arrêter là. Après avoir ciblé Sony, le groupe Lazarus a acquis assez de compétences pour viser les cibles les plus sécurisées, les banques. De 2015 à 2017, ils ont commencé à cibler des institutions financières mondiales. En Équateur, la Banco del Austro a perdu 12 millions à cause d'eux. Au Vietnam, la Tien Phong Bank a perdu 1 million. L'année suivante, ils ont pris 81 millions de dollars de la Bangladesh Bank, puis 60 millions supplémentaires de la Far East International Bank à Taïwan l'année suivante. La prochaine grande attaque attribuée au groupe a été l'infâme piratage WannaCry en 2017. C'était le premier piratage majeur avec un verre cryptographique. Ce verre a permis au virus de sauter d'un ordinateur à l'autre via leur réseau connecté. Par exemple, il pouvait passer d'un ordinateur à une imprimante, puis à d'autres ordinateurs liés à cette imprimante, voire sur des réseaux Wi-Fi. Même si l'attaque n'a duré que 7 heures, elle a touché plus de 200 000 ordinateurs dans le monde entier. Au Royaume-Uni, le service de santé national a vu son système informatique paralysé par le virus, paralysant les hôpitaux du pays. WannaCry était un rançongiciel. Il verrouillait les ordinateurs, cryptant toutes leurs données de sorte que personne ne pouvait y accéder et promettait de réparer les dégâts s'il payait une certaine somme de Bitcoin dans le délai imparti. Plus il mettait de temps à payer, plus le prix augmentait. Finalement, une solution rapide et facile existait pour arrêter l'attaque. Le virus vérifiait si un nom de domaine spécifique était enregistré à chaque fois qu'il passait à une nouvelle machine. Sans cela, le virus perdurerait. Un simple interrupteur d'arrêt a rapidement stoppé la propagation du virus. Le groupe Lazarus n'a réalisé que 160 000 de l'attaque. Mais des questions ont commencé à être posées sur le fait que c'était le but du virus. Si c'était pour gagner de l'argent, les pirates n'auraient pas mis un bouton d'arrêt aussi simple. Ils n'avaient pas beaucoup gagné d'argent grâce à cela, amenant les analystes à commencer à soupçonner que l'attaque était sponsorisée par un État, une preuve de concept pour propager l'anarchie à travers le monde développé. Vous devez rencontrer le groupe Kimsuky. Le groupe Lazarus a lancé des attaques variées à l'échelle mondiale, tandis que Kimsuky a fait preuve d'une précision extrême. Ils ont frappé une cible à plusieurs reprises pendant des années. En 2015, Korea Hydro et Nuclear Power ont été ciblés en Corée du Sud. Ce n'était pas une attaque de ransomware comme Lazarus. Ils ont piraté les systèmes de la Corée du Sud pour accéder à des informations confidentielles sur leur système d'énergie nucléaire. En mai 2021, les experts en sécurité informatique les ont à nouveau repérés dans les réseaux internes de l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique. En plus de cela, ils ont également ciblé des diplomates sud-coréens à la retraite, des membres du gouvernement et des officiels militaires en 2019, toujours dans le but de récolter des renseignements précieux sur le fonctionnement interne du Sud. Ils ont même tenté de pirater des officiels du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Contrairement à Lazarus, Kim Suk-hee croit que le savoir est le pouvoir.
L'une des plus grandes surprises qui a émergé de la Corée du Nord au cours des dernières décennies a été leur progrès rapide dans les domaines de la physique nucléaire et des armes avancées. Kim Seok-hee pourrait être une explication, et tout comme Kim Seok-hee aurait pu donner un coup de pouce à la technologie de la Corée du Nord, les deux groupes de hackers sont maintenant déterminés à relancer l'économie avec d'énormes injections de liquidités. Examinons les cryptos comme une équipe bancaire le ferait. En apparence, c'est assez impénétrable. On ne peut pas simplement voler le portefeuille de quelqu'un comme avec de l'argent réel. Vous ne pouvez pas pirater un ordinateur central pour modifier les valeurs du grand livre. La technologie blockchain implique une vérification et une sauvegarde constante du grand livre par les utilisateurs mondiaux. Si vous essayez de le modifier sur un nœud, tous les autres nœuds rejetteront vos modifications et les déclareront immédiatement illégitimes. Alors, comment vous infiltrez-vous? Comme chaque film de braquage, ça passe par la porte. Erreur humaine. Vous ne pouvez pas pirater le portefeuille Bitcoin de quelqu'un au sens cinématographique du terme, avec un programme informatique qui travaille à travers le code lui-même. Mais ce que vous pouvez faire, c'est exploiter la stupidité des gens. La crypto est vraiment compliquée, et la plupart des gens ne comprennent pas vraiment comment elle fonctionne, même ceux qui en vivent entièrement. Pour beaucoup, les logiciels et matériels tiers sont idéaux pour comprendre la crypto. D'importants sites web, appelés bourses, servent de points de vente virtuels pour l'achat et la vente facile de crypto à partir de leur vaste stock. Vous pouvez stocker la crypto dans un portefeuille numérique ou matériel d'un autre tiers. Ces entreprises visent à rendre la crypto accessible en remplaçant les longues chaînes de caractères et grands mots de passe de la blockchain par des noms d'utilisateurs et mots de passe simples liés à votre email. La forteresse impénétrable de la crypto-monnaie devient alors une simple cible pour les pirates informatiques. Un email de la bourse pourrait vous demander de mettre à jour votre mot de passe. Vous suivez le lien et il vous emmène sur ce qui ressemble à leur site web. Vous entrez vos détails et en secondes, tous vos bitcoins sont transférés. C'était un faux email d'un groupe de hackers. Le pire, c'est que toutes les transactions crypto sont définitives et irréversibles. Une fois l'argent parti, vous ne pouvez plus le récupérer. Lazarus et Kim Seok-hee ont utilisé ces tactiques pour vider les portefeuilles de milliers et milliers d'utilisateurs de crypto à travers le monde depuis 2017. Mais ils ne s'en prennent pas seulement aux individus pour de petits paiements, ils visent des cibles plus importantes, les échanges eux-mêmes. Pour que l'échange puisse vous donner du Bitcoin lorsque vous voulez l'acheter, ils ont besoin de leur propre stock. Ces stocks sont souvent répartis sur plusieurs portefeuilles pour des raisons de sécurité, mais ils resteront absolument énormes. Beaucoup de ces échanges de crypto-monnaies sont de nouvelles entreprises tout juste sorties de la phase de démarrage. Ce ne sont pas des banques mondiales avec des décennies d'expérience en cybersécurité et d'énormes équipes d'experts. Ces petites entreprises utilisant des technologies récentes sont parfois mal préparées à contrer une tentative de piratage soutenue par un État. Une manière particulièrement ingénieuse dont la Corée du Nord est soupçonnée d'avoir pénétré ces échanges est d'implanter des employés dans les entreprises. On pense que des informaticiens nord-coréens sous de fausses identités travaillent partout dans le monde en postulant à des emplois dans des plateformes d'échange de crypto-monnaies très actives. S'ils obtiennent le poste, ils commenceront à saper de l'intérieur, cherchant des vulnérabilités. En pénétrant dans les systèmes internes d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies, vous pourriez trouver les détails de connexion de tous ses utilisateurs. Pire, vous pourriez découvrir les détails des portefeuilles de l'entreprise stockant des millions de dollars en crypto-monnaies. C'est exactement ce qui est arrivé à Bithumb, Ubit et NiceHash en 2017. Pour le sud-coréen Ubit, cette attaque leur a fait perdre 17% de leur crypto en une seule fois. Pour NiceHash, il s'agissait d'environ 4500 bitcoins, qui au taux de change d'aujourd'hui vaudrait environ 300 millions de dollars. Rappelez-vous que les exportations totales de la Corée du Nord en 2022 n'ont atteint que 192 millions de dollars, d'où leur persévérance sur cette voie. Et cela semble seulement empirer. Le vol de crypto-monnaies augmente d'année en année. En 2021, c'était une industrie de 3,3 milliards. L'année d'après, ce nombre a augmenté à 3,8 milliards. Malgré la sécurité de la blockchain, les cryptos des utilisateurs sont souvent protégés par de simples identifiants. Il suffit qu'un employé clique par erreur sur un lien suspect dans un email pour qu'une bourse s'effondre. Il y a beaucoup d'argent à gagner en volant des crypto-monnaies, actuellement dominées par la Corée du Nord. Rien qu'en mars de cette année, ils ont blanchi 147 500 000 dollars en crypto-monnaies. Depuis 2017, ils ont été impliqués dans des cyberattaques de crypto-monnaies, valant 3,6 milliards de dollars, mais ce sont seulement les attaques connues. Il est possible qu'ils blanchissent bien plus que cela dans l'ombre dont nous ne sommes pas encore au courant.
La Corée du Nord développe une économie parallèle à l'instar du Komitet Gosudarstvenoy Bezopasnosti durant l'Union soviétique, derrière le rideau de fer. Une seconde économie qui n'existe pas officiellement mais qui canalise d'énormes sommes d'argent illicites dans le pays. Combinez cela avec leur accès aux projets de recherche nucléaire du Sud et vous avez un pays capable d'accélérer rapidement leur effort de guerre dans les années à venir.